7h45 et c'est l'heure, Alexandre Pérou, de votre interview politique. Vous recevez Ambroise Méjean, secrétaire général délégué de Renaissance. Bonjour et soyez bienvenus sur l'antenne de France Info. Bonjour Ambroise Méjean. Bonjour Alexandre Pérou. Le Premier ministre hier soir s'est essayé un nouvel exercice, le podcast. C'était donc 8 minutes pendant lesquelles il a essayé de justifier son plan budgétaire, son plan d'économie de 40 milliards. Est-ce que vous l'avez écouté, le Premier ministre ? Oui, bien sûr, sur la route du retour des vacances, pour tout vous dire. Et je pense que c'est un bon exercice, parce que dans un monde politique qui manque parfois de nuances, qui est parfois prompt à la simplification, que le Premier ministre prenne le temps d'expliquer ce qu'il souhaite faire, puisqu'il va le faire en plusieurs épisodes, c'est une bonne chose. Ça m'a rappelé Pierre Mendès France. Alors ça, il faut être passionné de politique pour connaître, mais oui, c'est pas très moderne. C'est pas très moderne, mais c'est un des premiers à avoir eu cette idée qui faisait des causeries radiophoniques, comme on appelait ça à l'époque dans la 4e République. Et il avait cette phrase que moi j'aime beaucoup, qui disait « La démocratie, c'est d'abord un état d'esprit ». Et je crois qu'en faisant cela, le Premier ministre François Bayrou a démontré que son état d'esprit, c'était quand même le dialogue et que c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne méthode de faire ça en plein cœur de l'été, quand les Français ont clairement la tête à autre chose ? J'allais dire de leur rappeler les soucis de la politique du quotidien. Je pense que ça ne coûte pas cher d'essayer d'établir un dialogue. Si les gens ont, ce matin, en nous écoutant, en regardant quelques minutes à dépenser pour aller regarder cette vidéo, très bien, ils le font et ils se font leur avis, positif ou négatif. Ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir des éléments pour trancher. Et souvent, je trouve que dans le débat public, on tranche un peu facilement avec nos opinions sans jamais se confronter à la réalité de ce qu'est, par exemple, une contrainte budgétaire. Et c'est ce qu'essaye de faire le Premier ministre en donnant des éléments. Voilà, donc je pense que l'exercice, en tout cas, le souhait est louable. On verra si les Français adhèrent. La question, c'est aussi de savoir est-ce que ça va suffire à sauver le gouvernement à la rentrée de la motion de censure ? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse et j'aimerais bien l'avoir. Je crois que le Premier ministre, lorsqu'il a présenté son budget en amont, a fait le choix d'une méthode un peu différente, celle de permettre le débat. Vous vous souvenez qu'avec Michel Barnier, la méthode avait été un peu différente. C'est-à-dire que l'absence de dialogue avec les oppositions avait conduit à la censure de Michel Barnier. François Bayrou a choisi un chemin différent, peut-être un peu plus difficile au départ, mais qui permet au moins que les oppositions puissent débattre avant l'examen du budget des différentes mesures. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les oppositions, que ce soit les socialistes ou le Rassemblement national, aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont pas été concertés pour ce budget qui a été présenté le 15 juillet et que ça va peut-être même les amener à voter la censure. On est le 15 juillet, vous noterez que normalement un budget c'est plutôt 15 juillet. On était le 15 juillet, vous noterez qu'un budget s'est présenté d'habitude à l'automne, là ça a été présenté en juillet, justement pour que les oppositions puissent préparer leurs échanges. L'idée c'est que c'est un point de départ, le Premier ministre l'a dit, il y a une réalité factuelle que personne ne peut nier, c'est la nécessité du désendettement. On a 3 400 milliards de dettes, on a besoin de faire des efforts collectif, non pas pour le plaisir de faire des efforts, mais parce que ça nous permet aussi d'investir dans l'avenir. Vous savez que l'année prochaine, pour que chacun ait bien le chiffre en tête, on paiera plus en remboursement de la dette qu'on ce qu'on paiera pour l'éducation nationale. C'est quand même pas acceptable. Et donc il faut que chacun puisse se mettre autour de la table. Et moi j'invite les oppositions à dire, et comme le Premier ministre l'a fait, s'il y a des dépenses que vous ne souhaitez pas réduire ou des recettes que vous souhaitez faire augmenter, mais dites-le. Proposez-le. Faites des propositions pour que l'effort de 44 milliards d'euros ne soit pas forcément celui qui a été proposé par le Premier ministre, mais un effort différent. En tout cas, il faut du dialogue. Et je pense que le Parti socialiste ne peut pas rester insensible à cette idée de dialogue. Mais alors justement, vous parlez de l'effort. Pour l'heure, dans ce qui a été présenté par François Bayrou, on a la lutte contre la fraude sociale, des coupes claires dans la santé, dans la fonction publique, mais quasiment rien sur la fraude fiscale ou encore aucun effort demandé aux entreprises. Est-ce que c'est très en même temps ? Alors, sur la fraude fiscale, c'est pas vrai parce que c'est effectivement peut-être pas dans le budget, mais il y a un certain nombre de plans qui ont été présentés depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités qui ont permis de recouvrer une bonne partie, une partie conséquente en tout cas. Il reste 80 à 100 milliards quand même. Mais alors, ça, c'est le chiffre qu'on avance comme ça, mais la réalité, c'est que. C'est les études, c'est pas moi. Oui, mais quand vous regardez les différentes recettes fiscales qui viennent justement de ce recouvrement de la fraude, vous voyez que chaque année, ça progresse parce que l'État réussit par une meilleure coopération, notamment avec les banques, à récupérer une partie de cet argent. C'est pas suffisant, vous avez raison, il faut qu'on continue, mais c'est pas une recette magique, parce que souvent on nous dit la fraude fiscale comme si c'était une recette magique, tout comme ceux qui disent que la fraude sociale est une recette magique. Moi je crois que ni l'un ni l'autre n'est vrai. Il faut qu'on arrive à prendre un petit peu partout et que l'effort soit partagé et réparti équitablement. Est-ce qu'il vous a l'air, cet effort, comme il était présenté par le Premier ministre, équitablement réparti aujourd'hui ? Je crois que ce qu'essaye de faire le Premier ministre, c'est de mettre à contribution tout le monde. Là où il fait par exemple un pas supplémentaire où les gouvernements précédents ne voulaient pas le faire, il demande une contribution par exemple aux retraités les plus aisés en mettant fin à l'abattement fiscal de 10% qui existait pour les retraités les plus aisés. Aujourd'hui, c'est remplacé par un forfait à 2 000 €. Donc je pense qu'il y a une volonté de faire cette contribution. Ajoutez aussi qu'il y a une contribution sur les hauts revenus
une contribution exceptionnelle sur le revenu. À hauteur de ce que demande la gauche aujourd'hui. À hauteur de ce que demande la gauche. Mais en même temps, si on faisait à la hauteur de ce que demande la gauche, on serait la gauche. Et ça ne vous a pas échappé qu'on n'est pas la gauche parce qu'on considère qu'un certain nombre des dispositions qui sont proposées par la gauche sont de nature à faire fuir une partie des gens qui investissent dans notre pays. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver une forme de compromis, comme on l'a fait en janvier dernier, lorsque François Bayrou est arrivé aux responsabilités. Et le compromis, il faut qu'on soit plusieurs pour discuter. Donc, il faut absolument que, notamment le Parti socialiste, parce que, vous savez, je ne crois pas vraiment à la volonté du Rassemblement national de dialoguer. Mais je crois que le Parti socialiste est un partenaire avec lequel on peut, sans être d'accord sur l'essentiel, au moins réussir à avancer. Sauf que les socialistes, aujourd'hui, disent qu'ils se sont sentis roulés dans la farine par François Bayrou sur cette histoire de conclave sur les retraites qui a abouti clairement, on ne peut pas dire autre chose, à un échec, notamment du fait que François Bayrou a dit au bout de quelques semaines, finalement, l'âge légal qui était censé pas être un tabou, finalement, on n'y touche pas. Est-ce que vous comprenez que les socialistes se soient sentis trahis ? Ce que j'ai compris surtout, c'est qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les forces syndicales et patronales sur le sujet de l'âge légal. J'ai compris aussi que certaines conclusions... François Bayrou les a pas trop aidés, hein. Écoutez, moi, je pense qu'il aurait évidemment mieux valu ne pas forcément donner son avis au milieu du conclave. Après, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir un avis sur le sujet ? Je ne pense pas. La réalité, c'est qu'il y a quelques avancées qui ont été faites lors du conclave, qui seront traduites, je crois, par un projet de loi, si j'ai bien compris, ou une proposition de loi au moins, si j'ai bien compris la façon dont les discussions avaient avancé, et qu'on peut se féliciter de cette partie-là. Après, est-ce que c'est un scoop de dire que pour revenir sur la réforme de 2023, il fallait un accord plus large ? Non. Et il faut trouver les moyens de financement de le faire aussi. Et je crois que ce qui a chopé, c'est qu'on n'a pas trouvé les moyens pour financer ce retour à 62 ans et à 63 ans. Et à un moment, il n'y a pas d'argent magique. Est-ce que le macronisme est mort, comme l'a dit Bruno Retailleau ? Sûrement pas. Déjà parce que le macronisme, c'est évidemment ce qu'a fait le président de la République depuis 8 ans, mais c'est aussi un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est de dire qu'il faut travailler à la fois avec des gens qui viennent de la droite, à la fois avec des gens qui viennent de la gauche. Et vous savez, je suis persuadé d'une chose, c'est que dans 50 ans, on parlera encore de la façon dont Emmanuel Macron a bouleversé la classe politique en gagnant en 2017 contre deux grands partis établis, en se faisant réélire en 2022, là où personne n'avait réussi. Au gouvernement, vous avez Bruno Retailleau qui critique frontalement les macronistes, votre camp. Est-ce qu'il peut rester au gouvernement ou est-ce qu'à défaut, il faut que vous en sortiez parce que c'est compliqué. Ça ne vous a pas échappé que c'est un gouvernement qui n'est pas un gouvernement unitaire au sens propre du terme. C'est un gouvernement de coalition, on n'a pas de majorité absolue. Vous savez, après, peut-être qu'en termes de mort d'un courant politique, Bruno Retailleau a quelques expériences. Je rappelle qu'il est aux Républicains qui n'ont pas gagné une élection nationale depuis 18 ans. Emmanuel Macron a quand même nommé un de leurs membres comme Premier ministre il y a quelques mois. Oui, mais ils n'ont pas gagné une seule élection depuis 18 ans. Donc en fait, on peut se jeter des anathèmes à la figure. Moi aussi, j'ai plein de choses méchantes à dire sur les Républicains. C'est pas pour autant que j'ai envie de faire ça toute la journée parce que ça ne fait pas avancer les choses. Alors, on va parler d'une autre question qui est très importante. Demain, le Conseil constitutionnel va rendre son avis sur la fameuse loi Duplon qui réintroduit l'acétamipride, un pesticide très controversé selon les études scientifiques. Qu'est-ce que vous attendez du Conseil des sages sur cette question ? Objectivement, moi j'attends plutôt quelque chose du débat public que du Conseil des sages. La première chose que j'attends, c'est qu'on arrête la simplification et qu'on arrête de se jeter des anathèmes à la figure. Parce que j'ai vu d'un côté des gens qui expliquaient que la réintroduction de l'acétamipride, c'était une condition nécessaire pour sauver l'agriculture d'une catastrophe absolue. On sait que c'est faux. Et de l'autre côté, des gens qui expliquent que l'acétamipride, c'est la cause d'un nombre incalculable de cancers. Et là aussi, ça n'est pas prouvé scientifiquement pour l'instant. Il y a un doute sérieux donc c'est pour ça que je dis qu'il faut... Dans la Constitution, il y a le principe de précaution. Voilà, c'est pour ça que je parle de nuances et d'éviter de tout simplifier. Et donc nous, ce qu'on attend surtout, et là je parle au nom de Renaissance, et ce qu'on a proposé avec Gabriel Attal et Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique sur le sujet, c'est de dire saisissons l'ANSES, qui est l'autorité de référence, qu'elle donne son avis une bonne fois pour toutes sur est-ce que cette réintroduction par dérogation, comme le prévoit la loi, est possible ou non. Et si ce n'est pas le cas, qu'on ne le fasse pas. Mais qu'on ait une vision scientifique de la chose et pas une vision qui soit politique ou dogmatique. Est-ce que les 2 millions de signataires, malgré tout, ça n'oblige pas les élus, les politiques à remettre ce texte en débat ? Mais en tout cas, c'est certain qu'il faut que le débat continue d'avoir lieu et on ne va pas dire à 2 millions de personnes « Écoutez, c'est vachement sympa que vous ayez signé un papier, mais on n'en a rien à faire. » C'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. 2 millions de personnes qui vont sur un site internet, qui rentrent leur carte d'identité, ça veut dire qu'il y a une vraie inquiétude et il faut l'entendre. Et objectivement, moi, je l'entends pour ma génération. On a réduit depuis 2017 de 97% la vente des pesticides les plus dangereux dans ce pays. Donc c'est quelque chose, c'est un combat qu'on porte. Donc moi je l'entends et la question c'est juste qu'on mène ce combat sur des bases scientifiques. C'est ça qu'on demande. Merci beaucoup Ambroise Méjean d'avoir été notre invité ce matin. Nathalie, c'est à vous. Merci Alexandre Pérou et on va maintenant